rebonjour pour ceux qui étaient là ce matin à la première table ronde. Cette seconde table ronde est consacrée à la recherche clinique. C'est à la fois une source d'espoir pour les patients atteints de cancer, mais aussi une source de questionnement. Comment y accéder ? Question qui nous a déjà été posée ce matin. Est-ce que je vais me transformer en cobaye ? Vais-je recevoir le placebo et perdre des chances ? Cette table ronde a donc pour objectif de lever un certain nombre d'idées reçues sur la recherche clinique et bien sûr de vous informer sur cette recherche et ses objectifs en cancérologie et aussi de vous donner des clés pour y avoir accès. Alors je vais vous présenter les différents intervenants qui m'entourent. Je vais les interroger dans un premier temps pendant 3/4 d'heure, 1 heure. Ensuite, vous pourrez leur poser des questions et surtout n'hésitez pas à leur poser toutes les questions qui vous intéressent. Et bien sûr, centré de préférence sur la recherche clinique. Et je rappelle que tout à l'heure, vers 16h ou 16h30, je ne sais plus, il y aura une table ronde sur la prévention des cancers. Donc sur ce thème-là, gardez vos questions pour tout à l'heure. Alors, tout d'abord, le professeur Jean-Pierre Delors, vous êtes oncologue médical, directeur de l'Oncopole à Toulouse. Alors, peut-être un petit mot déjà sur l'Oncopole de Toulouse, afin qu'on comprenne mieux votre travail. Pour simplifier, l'Oncopole est un centre de lutte contre le cancer qui regroupe une grosse partie de l'offre publique de soins et de recherche en cancérologie de la région et qui est un établissement dans lequel travaillent environ 1500 soignants et 500 chercheurs. Voilà, comme ça les choses sont brossées à gros traits. Les Américains appellent ça un Cancer Comprehensive Center. Voilà. Mais ces chercheurs et soignants dont vous parlez, ce sont parfois les mêmes personnes ? Oui, alors une de nos caractéristiques, c'est d'avoir installé une fluidité assez efficace entre les équipes de recherche et les soignants. Et on le redira peut-être un peu plus tard, par le biais de la recherche clinique, d'essayer d'accélérer la vitesse à laquelle les découvertes faites au laboratoire arrivent auprès des patients. Et on a un système plutôt efficace puisqu'on arrive à beaucoup réduire ces délais-là en travaillant tous ensemble. Oui. Merci. Ariane Gallo-Passy, vous êtes directrice de la recherche clinique au LEM, les entreprises du médicament. Alors juste peut-être un petit mot aussi pour commencer sur le LEM et sur vos missions au sein du LEM, afin qu'on comprenne dans quoi vous travaillez. Oui, donc merci beaucoup tout d'abord pour cette invitation. Alors le LEM, c'est le syndicat professionnel des entreprises du médicament sur la France, qui regroupe à peu près 300 entreprises du médicament. Donc on a des très grosses entreprises pharma que vous connaissez toutes et tous, et puis des plus petits, des biotech, des façonniers, enfin tous les métiers et toutes les entreprises autour de la chaîne du médicament sont représentés par le LEM. Et l'idée, c'est, comme le rôle d'un syndicat professionnel, il y a à la fois une première mission de structuration de cette branche, avec un gros travail notamment au niveau des salariés. Et puis, c'est aussi le LEM qui va faire ce travail de conviction et de dialogue avec les autorités, notamment les associations de patients, les professionnels de santé, bref, tout l'ensemble de l'écosystème en lien avec le médicament. Et puis, il y a aussi une valence d'interaction avec l'Europe qui est assez forte. Et puis, de mon côté, vous sur la recherche clinique en tant que directrice de la recherche clinique. Alors moi, je suis directrice de la recherche clinique, mais je ne fais pas de recherche clinique. Néanmoins, je travaille autour de l'attractivité de la France sur la recherche clinique. Donc ma mission, en fait, c'est de faire en sorte qu'il y ait le plus d'essais cliniques industriels sur le médicament réalisés sur le territoire, de manière à donner l'opportunité aux patients en France à participer à ces essais cliniques. Et donc, dans ce cadre-là, on va travailler à ce que tout l'environnement, tout le cadre de ces essais cliniques soit favorable et soit suffisamment attractif pour les industriels pour qu'ils puissent le réaliser, qu'ils veuillent le réaliser en France.
Merci. Sabrina Lebas, vous êtes présidente et cofondatrice de l'association Corasso et vous êtes patiente référente au sein de l'intergroupe ORL d'Unicancer. Vous avez été diagnostiquée d'un cancer ORL en 2010. Vous êtes toujours surveillée régulièrement, en attente d'un essai clinique d'ailleurs qui pourrait vous convenir. Est-ce que tout d'abord, vous pourriez nous dire un mot de l'association Corasso ? Merci pour cette présentation, merci pour l'invitation. Donc, l'association Corasso, c'est une association qui a vocation à soutenir et informer les patients et les aidants pardon, je suis un peu troublée par la pluie, qui a vocation donc à soutenir et informer les personnes touchées par des cancers ou des cancers rares de la tête et du cou. C'est-à-dire tous les types de cancers que l'on va avoir au-dessus de la clavicule ou en bas de la base du crâne, à l'exception de l'ophtalmo et de la thyroïde pour lesquels on est moins spécialisé. Donc l'idée, c'est une forme de paire aidance, d'accompagner les patients et les aidants, mais aussi une sensibilisation qui est nécessaire pour que ces cancers soient mieux diagnostiqués et un soutien à la recherche. Alors pas de façon monétaire, parce que on est une association de bénévoles et on est trop petit à notre échelle pour faire ça. Mais par contre, on intervient dans la co-construction, notamment avec les soignants-chercheurs, avec les chercheurs. Et c'est déjà un honneur pour nous de pouvoir contribuer à la recherche de cette façon. Nous y reviendrons parce que c'est vraiment effectivement très intéressant que les patients via les associations puissent participer à la recherche, donc on en reparlera. Mais avant de parler de tout ça, j'aimerais dans un premier temps, professeur Delors, que vous nous définissiez la recherche, parce qu'on entend parler d'essais de phase 1, de phase 2, de phase 3. Qu'est-ce que c'est finalement? Et après la phase 3, d'ailleurs, que se passe-t-il? Alors évidemment en résumé, hein. Ouais. Alors l'exercice est un peu difficile. La recherche, c'est en fait c'est une histoire. C'est l'histoire de ce qui s'appelle la médecine basée sur l'épreuve. C'est-à-dire qu'il y a maintenant à peu près un siècle, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des médecins se sont aperçus que si ils avaient compris la maladie, ils pouvaient avoir un impact sur elle et qu'il fallait arrêter d'enseigner dans les universités ce que faisaient les saignées, les ventouses, les onguents et toutes ces choses-là. Donc en fait, la première histoire de ce siècle de médecine basée sur l'épreuve, elle a commencé autour de 1920 avec la première injection d'insuline à un être humain. La recherche, ça n'est jamais que d'essayer de répondre à des questions. Et il ne faut pas prendre les choses de façon trop compliquée. Les médecins, en fait, se posent à peu près les mêmes questions que les patients. Si on cherche à améliorer le diagnostic vis-à-vis d'une maladie, d'un risque, en faisant une analyse génétique un peu meilleure que la précédente, ou un examen de radiologie un peu meilleur que le précédent, eh bien, un patient se dira « Ah, est-ce qu'on va pouvoir mieux détecter mon cancer ?» Ben, le médecin va se poser la question d'une étude diagnostique. Elle peut s'appeler épidémiologique. Enfin, elle a des noms. Mais bref, la question est extrêmement simple. Votre question, elle est focalisée sur la recherche clinique thérapeutique. Thérapeutique, c'est le soin. Et dans le soin, ce que je comprends, puisque vous parlez tout de suite des phases 1, des phases 2 et des phases 3, ce sont essentiellement des stratégies qui, dans l'immense majorité des cas, évaluent des molécules ou des nouveaux médicaments. Alors, comment ça se passe ? Pour dire les choses de façon très simple, en cancérologie, si une découverte fondamentale de laboratoire permet de penser qu'avec telle ou telle substance ou tel mécanisme plus ou moins compliqué, on peut modifier la façon dont se comporte tel ou tel cancer dans le corps, alors on va commencer par faire ce qu'on appelle une étude de phase 1. L'étude de phase 1, c'est
proposés à des patients qui, pour le dire de façon un peu directe, sont souvent des patients qui sont malheureusement en échec des traitements antérieurs, ceux qui étaient connus. On va leur proposer de participer à une étude qui est une étude de mise au point et d'évaluation de ce qui se passe lorsqu'on utilise ce nouveau procédé, ce nouveau médicament ou cette nouvelle thérapie cellulaire ou thérapie génique. Je fais d'emblée, je ne veux pas prendre la parole trop longtemps, une petite exception, c'est qu'on voit apparaître, et on a été, nous, des militants de ça, la possibilité de pouvoir faire des études de phase 1 en situation de prévention de rechute des maladies, ce qui commence à apparaître en cancérologie, ce qui jusqu'à présent n'était pas le cas, comme le sait très bien Sabrina. Une fois que l'étude de phase 1 est faite, elle a dû répondre à... Excusez-moi, donc la phase 1, c'est on teste l'innocuité du médicament? Alors l'innocuité, c'est pas le bon terme, parce que certains médicaments en cancérologie ont beaucoup d'effets secondaires. Oui. On teste en fait des choses qui, pour les dire simplement, sont: est-ce que ce produit, quel qu'il soit, fait dans le corps des patients ce qu'on attend de lui? Et est-ce que je peux déterminer la meilleure façon de l'utiliser ou la meilleure dose de ce produit pour obtenir cet effet dans le corps des patients? Si on fait bien une phase 1, quelques dizaines de patients qui font confiance aux équipes de phase 1 vont permettre de répondre à cette question-là. Ensuite sont faits les programmes qu'on appelle de phase 2. Dans les programmes de phase 2, les patients sont tous traités par la dose qui a été recommandée du médicament. Je dis dose encore une fois parce que la dose, c'est souvent ce qu'on comprend le mieux, c'est tant de milligrammes de telle substance. C'est parfois des choses un peu plus compliquées quand il s'agit, encore une fois, de biothérapie, de thérapie cellulaire ou de thérapie génique, où les notions de dose sont plus tout à fait... En phase 2, on peut prendre un placebo? Non, il n'y a aucun placebo à cette situation-là. Et en phase 2, ce que va devoir faire la question posée par les médecins, c'est dans quel pourcentage de cas marche ce nouveau produit. Et les patients qui participent à ces études contribuent à aider à répondre à cette question-là. Bien entendu, que ce soit dans les études de phase 1 ou de phase 2, si le patient qui a fait confiance au clinicien chercheur, qui essaie de répondre à ces questions-là, tire lui-même bénéfice de sa participation à l'étude, alors il a accès naturellement au traitement aussi longtemps que ce traitement lui rend service. Et ensuite, si à la fin de l'étude de phase 2, l'ensemble de la communauté médico-scientifique, en voyant les résultats, dit « Ah, il nous semble bien que ce médicament pourrait modifier ce qui se passe avec tel ou tel cancer », alors sont faites les études de phase 3 qui amènent la preuve formelle de l'efficacité de ce médicament. Il y a beaucoup d'exemples de phase 3 extrêmement différentes, mais c'est là, pour dire les choses de façon très simple, que souvent intervient la notion de comparaison. Pour dire qu'une façon de traiter les patients est plus efficace que telle ou telle autre, il faut souvent proposer à des patients de recevoir, au cours d'une étude de phase 3, soit le traitement le plus efficace connu au moment où leur maladie justifie qu'on l'utilise, soit le traitement expérimental. Il y a très peu en cancérologie d'études contre placebo. Le placebo, c'est, comme chacun le comprend bien, c'est une gélule qui ne contient pas de principe actif. C'est vraiment exceptionnel que ces études-là soient faites en cancérologie et la seule chose qu'il faut expliquer aux patients, c'est que le médecin qui va leur proposer de participer à cette étude va s'occuper d'eux, va les soigner, mais ce n'est pas lui qui décidera si on utilise le traitement A, disons, le traitement le plus connu, comme étant celui qui jusqu'à présent a été considéré comme le plus efficace, ou le traitement B, qui est soit un mélange du traitement A plus quelque chose, soit un traitement totalement innovant. C'est parfois un peu compliqué pour les patients de se dire qu'ils vont être tirés au sort, pour dire les choses de façon assez directe. C'est pas tout à fait simple et ça peut être un peu inquiétant. Dans mon expérience,
ce qui contrebalance cette petite inquiétude, c'est le fait qu'avant de participer à un programme de recherche clinique, on reçoit beaucoup plus d'informations habituellement que quand on reçoit des soins courants ou habituels. Et qu'il y a, de mon point de vue, mais Sabrina peut-être dira les choses de façon différente, mais mon point de vue, c'est qu'en fait, les patients qui viennent d'apprendre qu'ils ont un cancer ou qui viennent d'apprendre qu'ils sont en train de rechuter et sont inquiets, ils ont besoin d'avoir un projet. Et s'ils viennent voir tel ou tel médecin, c'est parce qu'ils espèrent que le médecin va leur donner un projet précis. Et le fait de dire « vous allez participer à un programme de recherche clinique », en fait dit « je ne sais pas ». Je ne sais pas parce que ça veut dire que vous allez m'aider à répondre à une question que je me pose. On peut voir ça de façon inquiétante ou, et j'insiste là-dessus, le voir comme un équilibre un peu entre ces docteurs qui sont censés tout savoir et ces patients qui sont censés ne rien savoir, et partager l'information autour d'une question en disant « voilà ce que je sais, voilà ce que je partage avec vous comme information importante, quel espoir que les traitements marchent, quels effets secondaires pourrait-il avoir, quel est le bénéfice qu'on attend de ce traitement dans votre situation ». Mais le fait de partager des doutes équilibre beaucoup, je trouve, et en tout cas, ça fait plus d'un quart de siècle que je fais ce métier-là, et c'est toujours, ou dans l'immense majorité des cas, reçu de façon positive par les patients qui, souvent, ils voient la possibilité de reprendre un peu le pouvoir en disant « Ok, vous m'avez tout expliqué, je sais quel jour, à quelle heure je dois venir, je sais combien il y aura d'examens, je sais ce qu'on attend, je sais quand auront lieu les scanners, les IRM, les blabla, enfin toutes ces misères qu'on est obligé de subir quand on est suivi pour un cancer. » Et donc la participation à la recherche clinique, encore une fois, pour le dire différemment, est immédiatement à l'origine de questions qui parfois sont un peu stressantes, mais en fait permettent d'entrer dans une relation, à mon avis, plus équilibrée et plus de confiance avec les médecins qui vont s'occuper de nous. Voilà à très grands traits ce qu'est la recherche clinique. Des médecins qui posent des questions, qui ont besoin que les patients les aident à y répondre, et il ne faut pas inverser les choses, et des étapes indispensables pour faire des progrès. Un peu pour soi-même, on peut toujours l'espérer quand on est malade, mais aussi beaucoup pour transmettre une information médicale qui fera en sorte que si quelqu'un a la même maladie que moi dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans, il recevra des propositions de traitement qui seront plus efficaces que celles qui m'ont été formulées le jour où j'ai eu le problème. Et si on est encore un peu idéaliste et qu'on croit qu'il peut y avoir du progrès, ben la seule façon de faire des progrès, c'est de prouver que l'innovation en matière de science et de médecine permet de faire reculer la gravité des cancers. Merci d'avoir expliqué de façon très claire ces différentes étapes de la recherche clinique. Mais j'imagine quand même que pour le patient, il y a énormément de questionnements. Sabrina Lebars, quelles sont les questions les plus fréquentes que vous posent les patients, qu'ils posent aux associations de patients, peut-être quand ils n'ont pas bien compris les réponses des médecins? Et puis comme ça, professeur Delors, vous pouvez répondre aux questions mal comprises par les patients. Alors, ce qui est difficile pour les patients, le professeur Delors l'a très bien exprimé, c'est cette phase de tirage au sort. Quand on est dans la randomisation, pour dire un gros mot, mais donc quand on est dans ces groupes différents avec des traitements, un traitement qui est essayé, on parle d'essai clinique, et un traitement qui est plus connu, il peut y avoir effectivement cette phase de déception. Il y a déjà le sentiment d'injustice d'être touché par cette pathologie, et en plus je ne vais peut-être pas bénéficier du meilleur. Et puis à l'inverse, des fois, du meilleur traitement qui est en train d'être développé. Et à l'inverse, des fois, ce traitement, on ne le connaît pas très bien encore. Donc, est-ce que finalement, c'est une bonne chose que j'en sois? Donc, en fait, il y a énormément de questions qui se posent. Et en tant qu'association de patients, on y est très confrontés. Pour aller tout à fait dans le sens aussi de ce que dit le professeur Delors, c'est que quand on suit un essai clinique... Mais peut-être qu'on va déjà s'arrêter sur ce tirage au sort,
parce que c'est important. Donc il y a, vous dites, une forme d'injustice ressentie. Est-ce que, professeur Delors, la question, donc, on vous la pose aussi, on ose vous la poser, ou est-ce que finalement, pourquoi y a-t-il une injustice, puisque on ne sait pas si le nouveau traitement va être supérieur à l'ancien, donc on ne sait pas qui va... Enfin voilà, quoi, c'est pas si simple. En fait, pour sortir de ces questions-là, il faut comprendre que s'il y a des lois et des règlements autour de la recherche clinique et de l'information officielle partagée avec les patients, c'est que depuis très longtemps, la société a compris que pour qu'on puisse faire des progrès en matière de médecine, il fallait que des patients qui sont aujourd'hui malades acceptent de faire des progrès à nos disciplines pour que dans quelques années, ça soit mieux. Je le redis parce qu'il y a un enjeu de société. Moi-même, si je suis malade demain, je serais heureux de rencontrer un médecin qui me dit le meilleur traitement, c'est celui-là, mais s'il me dit que c'est le meilleur, c'est parce que ça a été évalué il y a quelques années avec des gens qui m'ont précédé et qui ont eu cette maladie avant moi. Et donc, on en a collectivement besoin. À titre individuel, comme Sabrina le dit très bien, je viens de comprendre que j'avais un cancer ou je viens de comprendre qu'il venait de rechuter. J'ai une vie qui va devenir cabossée ou un petit peu ou beaucoup. Et je voudrais bien quelqu'un qui me dise, voilà, je suis sûr d'eux. Mais la recherche, y compris la recherche clinique, c'est de poser des questions pour y répondre. Et si on pose la question, c'est qu'on n'a pas la réponse. Et donc, on a besoin de la participation des patients pour répondre à cette question-là. La seule façon de passer cette étape qui peut être, à titre individuel, un peu compliquée, c'est de tomber sur un brave type ou une brave femme, un médecin qui dit les choses comme elles sont, parce qu'elles ne sont pas forcément toujours sympas à entendre, mais au moins, on a un interlocuteur qui établit une relation de confiance implicite qui peut avancer. 2, de recevoir des infos de gens qui sont passés par là, qui comprennent, qui connaissent la maladie et qui vont pouvoir aiguiller. Et 3, quand on va se voir proposer un tirage au sort, c'est le 1 et le 2. Et il y a une petite chose supplémentaire que je peux dire pour essayer de comprendre, c'est que bon, par exemple, vous connaissez... alors, pardon, je suis d'un millésime un peu ancien, mais j'ai passé mon enfance à lire les aventures de Tintin. Donc, vous voyez les personnages, vous les avez tous en tête, là. Vous voyez Tintin, vous voyez le capitaine Haddock, la Castafiore, les Dupont et Dupont, Séraphin Lampion, professeur Tournesol. D'accord, vous les voyez là, vous les avez en tête. Imaginez qu'ils aient tous la même maladie. C'est comme ça, ils ont tous la même maladie. Pas de chance, ils ont fait une mutation qui a donné à tous le même cancer de scie. D'accord ? Eh bien, traiter Tintin avec un comprimé de la substance bidule, ça va se passer comme on peut l'imaginer. Il est jeune, sportif, on se dit, lui, ça va bien aller. Mais traiter le capitaine Haddock, qui se cogne plusieurs whisky tous les jours, peut-être que son foie ne va pas supporter le traitement. Et puis Séraphin Lampion, comment je pourrais dire les choses ? Il ne comprend rien à rien. D'accord ? Et lui expliquer le traitement, ça va être très compliqué. Et les Dupont et Dupont, ils sont génétiquement identiques. C'est une chance. Ou pas. Ah. Parce que si vous avez l'enzyme qui permet de ne pas métaboliser le traitement, vous allez être exposé à plus d'effets secondaires. Et puis le professeur Tournesol, il est quand même un peu plus âgé que tous les autres, et il est déjà un peu fragile. En plus, il est sourd comme un pot, donc d'accord ? Mais imaginez que tous ces patients, c'est un peu théorique, mais arrivent le même jour. En fait, je n'ai, à part des choses très simples, rien qui me permet de déterminer, avec de la génétique extrêmement puissante, lequel va réagir comment par rapport au traitement. Et c'est parce que les médecins sont finalement assez peu capables de prédire que l'on fait des études
qui s'appelle comparative ou randomisée, c'est ça. C'est juste pour tenir compte du fait que beaucoup de choses qui vont se passer sont liées à des événements qu'on ne peut pas prédire. Et globalement, vous pouvez appeler ça le hasard, le karma, le malchance, le ciel, ce que vous voulez, mais les médecins ne savent pas le prédire. Et donc la seule façon de tenir compte de ce qu'on ne sait pas prédire, c'est de comparer des groupes d'individus qui ont des caractéristiques très différentes à d'autres groupes d'individus qui ont des caractéristiques très différentes, en se disant que si on donne le traitement A, B, peu importe, à suffisamment de personnes, alors tout ce qu'on n'a pas pu prévoir et tout ce qui est lié au hasard sera égalisé ou gommé. D'accord ? Et c'est la seule façon d'apporter une preuve médicale. On a tous, enfin en tout cas les médecins qui font beaucoup de recherches, on a été un peu étonnés, si vous avez pour certains d'entre vous en tête ce qui s'est passé pendant le Covid, de voir apparaître des gens qui d'un seul coup savaient tout à l'avance de ce qu'il fallait faire pour traiter ce virus que l'humanité redécouvrait. Voilà. Ça nous a un peu étonnés, nous. Parce que c'est pas comme ça. C'est très pénible d'entendre des gens qui sont censés être des experts et qui vous disent « je sais pas ». Mais moi, je préfère quelqu'un qui me dit « je sais pas » que quelqu'un qui me dit qu'il sait tout. Déjà, ma méfiance, elle diminue parce qu'il va partager avec moi l'information qu'il a et ça va se passer mieux. Sabrina, est-ce qu'il y a d'autres questions qui taraudent les patients ? Donc il y a cette injustice éventuelle du tirage au sort. Est-ce qu'il y a d'autres idées reçues, par exemple, des incompréhensions ? Sur quoi vous questionne-t-on ? Alors, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, parce que je pense que c'est important que je le signifie, il y a cette question sur l'injustice, mais nous, ce qu'on donne à voir quand on échange avec les patients, c'est que déjà, si il y a une molécule qui est testée, par exemple, c'est qu'au préalable, on s'est assuré qu'il y avait un espoir porteur pour cette molécule et qu'il y avait des risques limités. Donc déjà, ce fameux tirage au sort qui peut, dans un premier temps, paraître très injuste, il faut le pondérer avec le fait que il faut le pondérer avec le fait que, comme disait le professeur Delors tout à l'heure, il y a une réglementation qui est extrêmement cadrée sur les essais cliniques et qui fait que normalement ce qui vous est proposé doit vraiment être pesé dans la balance en bénéfice beaucoup plus qu'en risque. Et ça, faut l'avoir en tête. Ce qu'on donne à voir aussi par rapport à cette question, c'est que, et ça a été dit aussi tout à l'heure, et c'est très important, c'est qu'il n'y a quasiment pas de placebo. En général, quel que soit le bras dans lequel vous êtes, le groupe dans lequel vous êtes pour la recherche, on estime que on ne vous met pas en péril quand vous rentrez dans cet essai clinique. Il faut bien garder ça en tête. Et plus encore, il y a un élément qui est important, c'est celui de se dire que quand on rentre dans un essai clinique, on est dans une équipe qui est dynamique, qui a envie de trouver des meilleures solutions. Donc l'équipe médicale qui vous reçoit est souvent très attachée à soigner et à trouver des solutions de guérison, en particulier pour les thérapies, pour les pathologies qui n'ont pas de thérapie adaptée encore. Et surtout, vous avez un suivi qui est beaucoup plus régulier, parce que vous avez plus de rendez-vous qui vont, être programmés pour vous suivre vraiment, au fur et à mesure de l'évolution des traitements. Donc ça répare un petit peu l'injustice. Après, pour en revenir aux questions qui se posent, c'est souvent, est-ce que je suis un cobaye ? Et ça, c'est une question qui est extrêmement récurrente et quelque part, je viens d'y répondre et le professeur Delors aussi. Un cobaye, c'est souvent des animaux sur lesquels on teste, sur lesquels on va provoquer même la pathologie pour pouvoir tester. Nous, quand on arrive face aux soignants, on ne nous a pas provoqué la pathologie, on est déjà malade et il faut trouver une solution
qu'on espère être la meilleure. Donc, et ça, c'est une question qui est difficile à répondre et qui est très ancrée en premier lieu quand il y a une communication qui est insuffisante entre les soignants et les patients. Professeur Delors, qu'est-ce que vous répondez quand on soulève cette question? Est-ce que je suis ou est-ce que je vais devenir un cobaye? En fait, je la désamorce avant. Mais bon, pardon, j'ai un métier un peu particulier. Je fais des phases 1, d'accord? Donc, je reçois en consultation des patients qui nous sont adressés parce que malheureusement, les traitements qu'on connaît n'ont pas été suffisamment efficaces. Et la première chose qu'on fait après s'être dit bonjour et avoir pris de leurs nouvelles, je leur demande s'ils savent pourquoi ils viennent me voir. Et alors la plupart du temps, ils ont un peu cherché sur Internet. Ils ont compris que s'ils venaient me voir, c'est que c'était pas bon. Et je leur dis, en fait, je fais des expériences sur les êtres humains. Et donc là, la plupart du temps, ils me regardent avec des grands yeux, en me demandant s'ils ne me connaissent pas encore. Donc ils ne savent pas si je vais être un type cassant, violent, pas sympa, ou si voilà. Et donc ça permet de créer une petite sidération. On s'arrête. Et ensuite, on prend le temps de dire, bon voilà, je vais vous expliquer ce qui se passe. Voilà, il va falloir faire tant de tests, on va essayer de trouver des nouvelles mutations, on va voir s'il y a un truc qui correspond à votre situation. Voilà, on passe ensuite beaucoup de temps à parler et habituellement, la pression retombe. Mais au moins, en ayant verbalisé de façon un peu direct voilà, ça permet d'éviter qu'on ait la tête qui se retrouve en permanence polluée par des idées, par des idées d'enjeux qui seraient cachées, des choses comme ça. Les choses sont dites et globalement, il vaut mieux dire les choses et ensuite on peut passer à une construction d'un projet ensemble avec eux à chaque fois que c'est possible. C'est comme ça que je fais. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure technique, mais voilà, c'est le plus simple. Après, c'est que certainement c'est une bonne technique. Il y a beaucoup de représentations dans la tête des gens. Les médecins ont des blouses blanches, ils sont plus ou moins sympas, ils sont plus ou moins impliqués, ils sont ainsi comme si, et un tel m'a dit qu'il était comme ça. Enfin voilà, il faut occuper le temps d'une consultation avec des choses qui sont en fait une relation entre deux êtres humains qui n'ont pas choisi d'être là, enfin surtout quand on est patient. Et il faut créer ensemble un projet. Donc c'est ça qui doit occuper l'immense partie du temps qu'on a à leur consacrer. Alors je pense qu'il y aura des questions tout à l'heure sur ces points, sur ces idées reçues ou ces peurs. J'aimerais qu'on parle aussi de la recherche et de l'innovation, Madame Gallo-Passy, parce que la recherche, c'est un moyen d'accéder à l'innovation. Et en France, on est en retard, apparemment. C'est ce que le LEM a publié il y a quelques semaines dans un rapport. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'on est en retard ? Oui et non. En fait, on va dire qu'on est dans un contexte très compétitif. Donc, tout ce qui est développement des médicaments et des nouveaux médicaments se fait déjà à l'échelle internationale, d'une part. Et donc, il va y avoir une compétition un petit peu entre les pays dans la participation notamment aux essais cliniques. Et vous nous disiez tout à l'heure qu'une de vos missions, c'était justement rendre la France attractive et attirer les essais cliniques en France. Oui, et donc c'est vrai qu'historiquement, cette activité de recherche biomédicale, la France a toujours été assez réputée et assez excellente dans cette discipline, en particulier en cancérologie. Et c'est vrai que notamment il y a eu plusieurs plans cancer en France et ça a
permis de renforcer à la fois le soin et la recherche. Et on va dire que toute discipline confondue, quand on fait une sorte de classement entre les pays, on voit que depuis quelques années, soit il y a une stagnation, soit il y a un recul de la France dans certaines disciplines médicales, certaines spécialités médicales. Et à contrario, on voit que d'autres pays deviennent plus compétitifs. Et c'est vrai que nous, on a tendance à regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous, au niveau de l'Europe notamment. Et donc, c'est vrai qu'on constate que depuis 2015, on a un peu une perte de vitesse en recherche clinique en France par rapport notamment à un pays comme l'Espagne, où il y a un boom de cette activité. Alors, je nuance le propos sur la cancérologie. On reste toujours excellent dans ce domaine-là. On a néanmoins, en termes de nombre d'essais réalisés, été devancé par l'Espagne. Mais on a encore, et c'est notamment grâce aux phases 1 décrite par le professeur Jean-Pierre Delors, qu'on arrive quand même à garder la tête hors de l'eau. Voilà. Donc on est très, voilà, on est quand même. Donc la France a perdu quelques points, mais pour quelles raisons? Quels sont les points faibles de la recherche en France? Puis on verra aussi de la recherche clinique, en cancérologie peut-être, et de façon plus générale, et parler aussi des points forts parce qu'il en existe. Alors, c'est vrai que comme on l'a précisé, cette activité-là, elle est très réglementée. Donc, évidemment, en lien avec notamment la sécurité des patients, il y a tout un lot de démarches réglementaires, d'autorisation à demander. Et c'est vrai que autour des années, on va dire 2015-2016, on avait des délais pour obtenir ces autorisations qui étaient plutôt lents et longs en France, avec parfois une complexité de circuits. On parle souvent de lourdeur administrative en France, et la recherche n'est pas exclue de cette lourdeur-là. Alors c'était aussi associé à des moyens insuffisants donnés aux agences réglementaires. Donc il y avait tout un lot d'explications. On va dire que c'est essentiellement ces points-là, et c'est sur ces points-là que l'Espagne a pris les devants en disant, nous on sait que c'est un enjeu, donc on va mettre un point d'honneur à aller plus vite. Donc un des leviers pour regagner des points, c'est quoi? C'est de donner plus de moyens, par exemple? Alors, ça peut être en effet un moyen. À la haute autorité de santé? Alors, c'est un peu, on va dire, c'est un peu technique, mais maintenant, en Europe, on a un règlement partagé entre tous les pays. Donc, ces démarches d'autorisation pour démarrer un essai clinique sont communes. Donc, on a les mêmes procédures, on a les mêmes délais. Donc c'est déjà attractif pour l'Europe parce que, par exemple, un industriel qui va vouloir venir faire ses essais cliniques en Europe va faire une seule démarche, et ça va lui donner accès à plusieurs pays. Donc ça, c'est déjà un bon signal, mais c'est relativement récent. On va dire que ça a fait une année que c'est en vigueur. Et puis, en effet, si on reprend et ça me permet de répondre à votre question des points forts, l'oncologie est un point fort, les phases précoces en oncologie sont notre point fort. Et il y a, par exemple, à l'agence compétente pour autoriser les essais cliniques, l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des technologies de santé, on a une équipe qui est spécialisée pour l'autorisation de ces essais cliniques de phase précoce. Et donc, plus il y aura de de personnes compétentes qui vont travailler au sein de cette équipe, et plus ça ira vite. Et juste, j'illustre mon propos. Cette équipe, elle a été mise en place en 2018. Avec X personnes. Ils ont dit, avec ces X personnes, on est en capacité d'autoriser 120 essais par an.
L'année dernière, ils ont autorisé 250 essais par an avec le même nombre de personnes. Donc on voit bien que si on veut avoir plus d'essais, il faut qu'il y ait plus de personnes dans ces équipes, par exemple, notamment. Voilà. On note aussi qu'on a une vraie excellence en France sur les maladies rares, hein, si on va hors onco, par exemple. Et puis, indépendamment des maladies, c'est vrai qu'on a un vrai savoir-faire autour de tout ce qui est ce qu'on appelle les médicaments de thérapie innovante, thérapie génique et thérapie cellulaire, par exemple. Donc on a aussi des vraies forces et ça repose notamment sur l'expertise des médecins et des médecins-chercheurs. Professeur Delors, donc vous qui êtes médecin, chercheur, directeur d'établissement, comment voyez-vous les choses? Est-ce qu'il y a d'autres leviers de votre point de vue pour améliorer l'attractivité de la recherche en France? C'est impossible d'expliquer un bazar administratif en le simplifiant. Mais globalement, le monde entier sait que les États-Unis commercialisent, la Chine copie et l'Europe régule. Notre truc, c'est la régulation. Donc on fabrique des lois, des trucs, des décrets. Et en France, on a en plus une petite stratégie nationale qui est quand même assez bien installée, qui est le millefeuille administratif. Donc voilà. Nous, alors et puis les couches du millefeuille se parlent pas. Hein, elles sont beau être serrées dans le même gâteau, ça parle pas du tout. Hein, c'est vraiment voilà. Donc on est un petit groupe voilà, les expérimentateurs de phase précoce, où chaque année, dans les journées du SCOP, on convie voilà, le ministère, la DGOS, la NSM, les CPP, le CEPR, enfin bon, bref, toutes les agences qui s'occupent de l'accès à l'innovation et on les engueule un peu. Qu'est-ce que vous leur dites d'aller plus vite? Et on leur dit arrêtez de faire des trucs qui servent à rien. Les Espagnols ont été plus pragmatiques. Ils ont considéré que pour un certain nombre de règlements européens sont inapplicables. Et donc par voie de décret à l'échelle nationale, ils ont dit qu'ils ne les appliquaient pas. Voilà. Parfois l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais quand il y a trop de bonnes intentions, je vous assure, c'est un vrai enfer. Donc on ronchonne. Voilà, on ronchonne beaucoup en ce moment. Ça, c'est la partie de mon explication que tout le monde comprend. La deuxième partie, vous n'allez peut-être pas être tous d'accord. Les médecins français, il y a une école de cancérologie dans ce pays qui est excellente. Et il y a par région des grands centres qui centralisent la possibilité d'avoir accès à la recherche. Il peut y avoir l'amélioration en matière de communication, de façon dont on informe les patients et tout ça, mais ces choses-là sont plutôt très solidement installées dans notre pays, et tant mieux. Il y a un contrepoint à ça. C'est le moment où je dis un truc que vous n'aviez pas prévu. C'est que la France ne paie pas les médicaments assez cher. Et donc, c'est un souci. Et c'est là qu'on me dit « Ah, mais comment les médicaments, c'est toujours trop cher ?» Ben non. Parfois, c'est pas assez cher. Et voilà. Et si vous voulez des chiffres, je vous les donne. En fait, l'hiver dernier, il n'y a plus de Doliprane et d'amoxicilline dans ce pays. D'accord ? Donc ça, on ne peut pas dire que c'est de l'innovation. Hein. Si vous n'avez plus de Doliprane et d'amoxicilline, c'est qu'on est d'accord pour que, les rages de dents vont faire très très mal, et 2, comme on n'a pas d'antibiotiques, on va avoir des septicémies. Donc on va revenir au 19e siècle. Mais je suis désolé, alors que fabriquer ces médicaments est relativement simple. D'accord ? Et que d'autres pays. Mais si vous ne voulez pas les acheter à un certain prix, leur fabrication part à l'étranger. Et comme c'est un marché mondial, comme le prix en France n'est pas du tout attractif, les gens ne les vendent plus à la France. Ça a l'air bête comme la lune, hein, quand je dis ça, mais c'est très exactement ce qui s'est passé pendant plusieurs années ou des décennies pendant lesquelles on a fait partir les fabricants de médicaments de notre territoire parce que le prix était pas suffisant. C'est-à-dire quand mon pharmacien me dit ce médicament, je ne peux pas vous le délivrer, il est en rupture de stock, ça veut dire que dans d'autres pays, il existe, mais que la France n'a pas payé assez cher ce médicament. Tout simplement.
Pardon, c'est bête, mais c'est ça. Et voilà, il y a des gens qui s'y connaissent et qui ont des prix Nobel d'économie, qui l'ont calculé. Voilà, les médicaments sont présents dans les pays qui acceptent de les acheter à un prix suffisant. Et nous, on régule. Et ça devient de plus en plus compliqué, y compris, et c'est là qu'il y a une petite chose qu'il faut bien avoir en tête, on parle dans le même sac d'une innovation éprouvée et d'une innovation peut-être. Innovation, c'est, dans mon pays, si une nouvelle façon de traiter telle ou telle maladie a été démontrée, alors j'accompagne les patients pour acheter, entre guillemets, l'accès à ce médicament. Et en France, vous le savez, on n'achète pas directement puisque on a un régime de la sécurité sociale inventé par De Gaulle en 1945 qui nous protège. Quand je dis on n'achète pas les médicaments assez chers, je ne dis pas que vous n'avez pas payé votre Doliprane assez cher à la pharmacie du coin de la rue. Je dis de façon globale notre pays. Donc ça, c'est l'innovation, c'est à quelle vitesse quelque chose qui est prouvé arrive au service de tous ceux qui ont la maladie pour laquelle il a été prouvé que c'était une amélioration. Et l'accès à l'innovation, c'est aussi participer à la recherche clinique. Mais participer à la recherche clinique, c'est avoir accès à des choses nouvelles, mais qui n'ont pas encore fourni leurs preuves. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Mais les deux systèmes sont liés. Si vous avez la réputation d'être un pays qui n'achète pas les médicaments assez chers, y compris les médicaments innovants, alors la probabilité que vous ayez beaucoup de gens qui font de l'innovation à l'échelle mondiale parce qu'ils voudront venir le tester dans votre pays, en fait, devient dissuasif. Et ce qui est dissuasif aujourd'hui, c'est un peu les histoires de prix et beaucoup les histoires de délai, et de réglementation administrative qui est à un niveau de bazar qu'on avait connu dans la période de 2014-2017. On pensait que ça allait s'améliorer et c'est redevenu un enfer, en particulier à cause d'une directive européenne qui s'appelle l'IVDR, peu importe, ça a des noms, machin, voilà, et elle est appliquée intelligemment en Espagne, en considérant que cette directive ne s'applique pas à la recherche. Et en France, on a dit, ah si, ça doit aussi s'appliquer à la recherche. Voilà. Comme en France, on a dit, à la protection des données, ça s'applique à Google et à la recherche de la même façon. Et on ne s'en sort pas. D'autres pays ont dit, non, la recherche médicale est en dehors du champ de RGPD. Parce que c'est de la recherche médicale, parce que chaque patient va consentir, parce que les données sont conservées de façon imperméable vis-à-vis de l'extérieur, ça n'est pas la même réglementation. Nous, on a croisé les trucs. Pardon, j'arrête. Vous avez compris que parfois on pouvait s'agacer un peu. Avec l'accent du sud-ouest, ça rend les choses un peu plus pittoresques, mais en vrai, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué, mais vous nous avez fait comprendre quand même les principaux points faibles qui ralentissent la recherche clinique en France. J'aimerais qu'on parle aussi d'un autre point avec vous, Sabrina. Vous faites partie de l'intergroupe ORL de Unicancer. Cela signifie que les patients sont inclus dans le projet, y compris dans le projet d'écriture du protocole. C'est quelque chose de nouveau. Quel est votre rôle aujourd'hui en tant qu'association dans ces projets de recherche clinique ? Alors, la notion de patient partenaire, elle évolue et elle s'inscrit de plus en plus dans la logique de réflexion et dans la logique des soignants. J'ai eu l'occasion de le voir encore récemment dans plusieurs établissements, dont à Toulouse mercredi. Et petit à petit, le chemin se fait pour que les patients contribuent, pas seulement dans la relecture d'un protocole, comme c'est le cas depuis 10-20 ans, peut-être plus pour certaines pathologies, mais directement dans la conception, dans le design de l'étude, c'est-à-dire des réflexions qui peuvent paraître toutes simples, mais qui ne peuvent émaner que du vécu du patient. Je vous disais tout à l'heure que des patients qui sont suivis dans un essai clinique ont beaucoup plus de rendez-vous parce que
beaucoup plus de suivi, d'examens médicaux. Et peut-être que nous, on va apporter des petites idées pour simplifier, des fois alléger un petit peu ce protocole. Après, on peut aussi, on parle de recherche clinique, mais par exemple, là en ce moment, on travaille beaucoup sur la réflexion sur les soins de support. Et là, on sollicite des bénévoles, des patients qui ont vécu la pathologie, et on les met directement en relation avec les soignants, et on parle ensemble et on réfléchit ensemble à ce qui fait sens, à ce qu'il faut améliorer pour les patients. On a beau côtoyer les patients au quotidien, tant qu'on n'a pas vécu la pathologie, on peut difficilement identifier quels sont les besoins de ceux qui subissent les traitements au quotidien, parce que même si le traitement c'est une chance de guérison, c'est aussi quelque chose qui va être très lourd dans la majorité des cas. Donc on a une voix à porter, des réflexions à mener. Des fois, on déstabilise un petit peu. Mais c'est aussi justement quelque chose qui donne à voir que qu'on a une voix à porter. Et c'est justement quand on déstabilise et quand on nous dit « je sais pas » ou « je savais pas », qu'on sait qu'on a quelqu'un de dynamique en face qui ne va pas rester dans le dogme et qui va entendre la parole de celui pour qui il œuvre finalement, puisque la recherche, elle est très excitante en tant que professionnelle parce que il y a une passion, mais elle ne fait pas sens si elle n'est pas faite, si elle n'est pas adaptée pour celui qui va en bénéficier. Alors, avec vous, Ariane Gallopassi, j'aimerais que vous puissiez nous dire, parce que c'est aussi des questions que les patients se posent, est-ce que les protocoles qu'il faut signer pour participer à un essai clinique sont de nature à protéger les patients ? Les consentements. Oui, les consentements. Oui, c'est alors l'objectif. En fait, ça rejoint toute la thématique de l'information du patient, et peut-être que avant de répondre précisément à votre question, je reviendrai sur un point évoqué par le professeur Delors en lien avec cette information qui est vraiment primordial, c'est une acculturation et un besoin de culture scientifique au niveau de la société qui est quand même vraiment important. C'est vrai, comme le professeur Delors a pu le citer, pendant le Covid, on avait une certaine ignorance et puis des gourous qui apportent une croyance, et donc on est dans la croyance. Et donc là, dans la recherche clinique, on est dans de la science. Qui est piloté par la connaissance, et donc ça va passer par de l'information, par de la transparence. Et donc voilà, donc il y a un premier enjeu, on va dire macro et sociétal, d'acculturation de la France et des Français à la science, et notamment à la recherche clinique. Et donc pour répondre à votre question plus précisément, par exemple, juridiquement, est-ce qu'un patient qui a envie d'arrêter un essai clinique, juridiquement, peut le faire ? Oui, tout à fait. Oui. Sortir d'un essai clinique. Oui, on est vraiment en démocratie. On n'attache personne avec des menottes au radiateur en lui tapant sur la tête jusqu'à ce qu'il soit d'accord. Hein. Et je veux dire, entrer et sortir de la recherche, mais ça pose même pas de question. Ouais. Voilà, il suffit de dire je veux plus, ou voilà. Après, non, il y a vraiment, il y a pas de sujet là. Par chance, on est en démocratie. La question, est-ce que ces consentements sont très protecteurs donc on a vraiment un cadre éthique qui est très protecteur, et ce qui est bien normal pour le patient. Et on a ce sujet de l'information. Donc, lorsqu'un médecin va proposer à un patient de participer à un essai clinique, il va donc lui parler du protocole, lui partager un document qui s'appelle une notice d'information, où il va lui expliquer quel est le protocole, et in fine, s'il est d'accord, il y a un consentement du patient
qui devra être signé. Alors c'est vrai que dans ces documents, collectivement, on a un effort, enfin en tout cas au niveau des industriels, il y a un effort à faire parce que ces documents souvent sont assez complexes. Donc sur la partie protocole, il va y avoir le dialogue un peu privilégié avec le médecin qui va pouvoir permettre aux patients d'avoir plein de réponses parce qu'on va être dans un dialogue direct avec l'investigateur. Mais il va y avoir dans ce consentement et dans cette notice d'information plein de sujets autour de la donnée. On évoquait le RGPD, plein de choses au niveau des droits assez complexes où si on n'a pas un double doctorat données, data privacy et droit, on ne comprend rien. Donc c'est un peu comme quand vous achetez les conditions générales d'utilisateur, vous allez au fond, vous dites OK. Et donc là, c'est vrai que ça ne crée pas un climat de confiance. Personne ne comprend rien dans ces documents-là. Et donc l'idée, c'est d'essayer de raccourcir au maximum ces documents et puis d'avoir une information la plus lisible possible. Donc on avait travaillé il y a quelques années avec le ministère de la Santé en associant des associations de patients, des professionnels de santé pour travailler une sorte de trame, de modèle français qui serait limité à un nombre de pages où il y aurait un modèle commun pour expliquer le plus simplement possible le RGPD, quels sont les droits du patient, de manière un petit peu à mettre l'emphase sur finalement ce qui est important pour le patient, c'est-à-dire le protocole, l'aspect scientifique et encore une fois ce dialogue avec le médecin. Ce document existe, oui. Il est utilisé pas par tous mais par certains et il y a de grosses pistes d'amélioration sur ce document, mais ça participe vraiment à améliorer l'information du patient donc, sur la première étape de l'essai clinique. Ce que j'aimerais qu'on aborde aussi, c'est le problème de l'information du patient, c'est-à-dire si je suis patiente, comment je vais savoir, moi, qu'il y a un essai clinique qui peut me convenir? Est-ce que c'est le médecin qui informe? Est-ce que les patients regardent sur Internet? Est-ce qu'ils sont informés par les associations? Comment ça se passe? Et c'est une question que je vous pose à tous les trois, parce que vous êtes tous les trois concernés. On commence par Sabrina. Ça dépend beaucoup des tempéraments en fait de chaque patient. Il y a des patients qui déjà vont avoir du mal à accepter la pathologie et pour qui on va prendre ce que dit le soignant comme tel et on lui fait confiance et on avance dans cet état d'esprit. Il y a des patients qui, peut-être par exemple ceux qui sont plus en particulier dans le domaine de la science et plus encore dans la médecine, qui vont avoir besoin de questions précises, enfin de réponses précises à des questions très ciblées et qui vont se demander si le traitement qu'ils leur est proposé est le plus approprié et qui vont aller chercher par eux-mêmes, qui vont revenir vers nous. Ça, on en a énormément et juste avant de monter sur scène, on en parlait notamment sur les récidives, sur les cancers qui se chronicisent. Il y a beaucoup d'attentes des patients sur la recherche et quand on est porteur de la maladie, comme je peux l'être et qu'on est en phase de surveillance, on sait que la maladie se développe petit à petit et on est un peu en mode radar et ça on est nombreux à être en attente de quand est-ce que cette molécule va sortir, quand est-ce que cette thérapie ciblée, ce vaccin personnalisé, cette immunothérapie qui correspond à un marqueur de notre tumeur va être mis à disposition. Donc il y a des patients qui sont beaucoup plus actifs dans la démarche. Soit il y a un patient récemment qui m'a dit, alors pour le coup un chercheur qui m'a dit qu'il avait lu les 350 publications qu'il avait sur le type de cancer qu'il avait. Plus récemment encore, et elle se reconnaîtra, j'encourageais une patiente à aller chercher un deuxième avis parce qu'elle n'était pas forcément en confiance avec le premier avis qu'elle avait eu. Et les patients ne sont pas toujours conscients de ce droit aussi du second avis parce que
il y a des choses qu'on ne sait pas, mais par exemple, dans les cancers ORL rares, il y a un groupe d'expertise français qui s'appelle le REFCOR et qui se regroupe très régulièrement pour étudier ensemble les cas qui ne font pas, pour lesquels il n'y a pas un traitement préétabli parce que la situation est trop complexe. Et donc, en fait, qu'on soit de Paris, Lyon, Marseille, Nice, Lille ou Brest, si le patient le médecin qui nous soigne fait partie de ce groupe d'expertise, il aura soumis le dossier à plusieurs confrères de toute la France, plusieurs experts, et ils vont prendre la décision ensemble de proposer tel ou tel traitement aux patients. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est rassurant pour les patients, mais qui est encore trop peu connu et qu'on essaye de donner à voir pour rassurer. Professeur Jean-Pierre Delors, comme le disait Sabrina tout à l'heure, il y a aussi des patients plus actifs que d'autres qui vont chercher sur Internet, qui ont tout lu, ou d'autres qui n'ont pas tout lu. Est-ce que, alors évidemment, je vais caricaturer, mais exprès, est-ce que les CSP+, vont faire participer à plus d'essais cliniques que des gens qui ont moins de bagage intellectuel? Comment ça se passe? Est-ce que c'est le médecin qui va permettre de lisser ces inégalités sociales? Alors, moi, oui, pour essayer de ranger les réponses et répondre tout de suite à la vôtre. L'accès à la recherche clinique ou à l'innovation, c'est surtout quand ça ne va pas. Quand on a une maladie simple et qu'on peut régler en un traitement très simple, personne ne se demande s'il peut aller le faire dans le cadre de la recherche. Non, c'est du soin courant. Donc c'est quand les maladies sont très rares ou très méchantes qu'on commence à se poser la question de savoir si l'accès à l'innovation qu'on définissait ensemble il y a quelques minutes n'a pas un intérêt. Dans ces situations-là, un jour, il y a quelques années, et ensuite on a suivi le travail, mais je me suis dit, mais est-ce que l'accès à l'innovation dans la région dans laquelle je travaille, donc globalement, on n'a qu'un centre de recours sur un bassin de population de plus de 3 millions d'habitants. Je me suis demandé si les patients qui nous étaient adressés pour justement réfléchir d'un accès à l'innovation en cancérologie n'étaient pas ceux qui avaient osé poser la question à leur médecin. Et je me suis demandé si oser poser des questions au médecin n'était pas plus simple quand on se sentait plus à égalité avec lui socialement ou d'un point de vue culturel ou de connaissance médicale. Et en fait, on suit ce paramètre et en fait, dans notre région, non. Le facteur déterminant de l'accès à l'innovation, c'est le nom du médecin qui vous prend en charge initialement, parce qu'il travaille en collaboration avec ses collègues ou pas. Et donc, si quelqu'un quelque part a le moindre doute concernant le fait que le médecin qui le prend en charge est dans un système de collaboration avec les autres, et a fortiori quand il s'agit de maladies rares comme Sabrina l'a signalé, il ne faut jamais hésiter à demander un deuxième avis. Ça, c'est la première partie de ma réponse. La deuxième partie, c'est si on est mal accompagné ou pas accompagné, est-ce qu'on peut trouver l'information tout seul? Je redis que le meilleur système de mon point de vue, c'est d'être bien accompagné. Et ça, c'est le postulat de base. Parce que sinon, c'est compliqué. Vous avez telle maladie qui a présenté telle ou telle forme de rechute, qui a telle ou telle mutation, qui fait partie de telle ou telle biologie moléculaire ou sous-type anatomopathologique. Enfin, bon, ça peut devenir vraiment... même si on a une culture médicale ou un peu généraliste, ça peut quand même devenir extrêmement pointu pour poser la bonne question au bon endroit, au bon moment. Si on est seul, il y a ce qu'on va chercher sur Internet. Alors, il y a les gros centres de recherche ont des sites, l'Agence nationale essaie de répertorier toute la recherche clinique. Il y a des efforts, je ne sais pas s'il est dans la salle, de structures qui sont en train de se monter pour essayer justement avec des moteurs de recherche par question
de permettre à des gens qui seraient un peu seuls en disant voilà, moi j'ai telle forme de cancer, j'ai reçu tel traitement, de les adresser au bon endroit et à la bonne personne ou à la bonne structure pour participer à la recherche clinique. J'espère que ça va se développer avec des choses de plus en plus efficaces. Pardon, mais je vais redire que je pense qu'il vaut mieux, il vaut mieux être bien accompagné que seul, pour reprendre le... Voilà, il vaut mieux être bien accompagné que seul. Ça c'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet de société. C'est assez simple de savoir si on est bien accompagné. Il suffit de poser la question au médecin de savoir si l'accès à la recherche clinique ou si le dossier a été discuté dans une RCP. Est-ce qu'on s'est posé la question de participer à la recherche clinique ? Si ce médecin-là se sent vexé par la question, ce n'est pas un bon accompagnant. D'accord. Bon, c'est très clair. Je vous propose de prendre la parole et de poser les questions qui vous intéressent aux intervenants. Alors, est-ce qu'il y a... Oui, il y a 2 mains qui se lèvent. Ah, il n'y a plus de micro ? 1, 2, 3. Alors, il faut vraiment parler dans le micro. Oui, c'est qu'il n'était pas ouvert. Merci pour vos interventions respectives. Je ne suis pas patient, je suis médecin, mais en essayant de me mettre dans la peau d'un patient, chose que je pense tout médecin essaie de faire au quotidien. Est-ce que le professeur Delors pourrait répondre à la question suivante ? Pour un patient, quel serait l'avantage ou / l'intérêt d'être inclus dans un essai thérapeutique et quels seraient, à contrario, les éventuels inconvénients, si vous deviez résumer ça face à un patient? Merci beaucoup pour votre question. En fait, vous avez raison. Plus la recherche clinique pose des questions en amont ou précoces, comme on a dit, plus le bénéfice de participer à cette recherche est incertain pour les patients. Mais ce que l'accès à la recherche clinique signale, ça n'est pas tant que les soins vont être mieux ou donner plus d'espoir, peut-être. C'est que globalement, la qualité de prise en charge a été bonne. Ça, c'est mon premier niveau de réponse. Et le second revient sur la notion de l'accompagnement. C'est que si le médecin qui connaît son patient prend la peine d'aller chercher cet avis complémentaire, additionnel et ainsi de suite, ça va résoudre tout un tas de problèmes. Je reçois chaque semaine des messages de famille, mon fils, mon père, mon mari, ma femme, ainsi de suite, voudraient accéder et ces patients habitent à 800 km. C'est humainement pas possible dans une situation où on comprend que c'est une grande tristesse et probablement déjà un peu de désespoir qui guide la démarche, d'être de mon côté totalement désinvolte en disant oui, pas de problème, on est meilleur que les autres, l'accès à la recherche clinique va régler tout et vous n'avez qu'à déménager. C'est vraiment pas ça qu'il faut faire. Et ce qui aide beaucoup les patients, c'est que justement cette discussion entre le risque qu'il y a à quitter l'équipe médicale qui vous connaît versus le bénéfice qu'il y a à, de façon définitive ou temporaire, aller tenter sa chance sur quelque chose qui est dans le domaine de la recherche, ben je pense que ça doit faire l'objet d'un dialogue. Alors, entre un patient et un médecin direct, mais quand ce dialogue a eu lieu par anticipation entre le médecin qui connaît le patient et celui qui s'occupe de la recherche, c'est encore mieux. Et j'espère avoir répondu à votre question, mais bien entendu, il faut toujours, pour le dire différemment, faire la part des choses entre rester en confiance et très bien pris en charge, y compris en matière de soins de support, par l'équipe qui vous connaît, et le médecin de famille, et ainsi de suite, versus aller tenter sa chance, a fortiori si c'est très loin et sur les routes. Il y a une offre de recherche clinique qui en France
il faut peut-être dire des choses aussi simples que ça, qui est une offre académique sérieuse, avec des programmes de recherche qui répondent au règlement, qui posent des questions scientifiques, qui sont systématiquement évaluées par les agences nationales, par les comités de protection des patients. Il y a juste à côté de nous, dans d'autres pays européens très proches, des boutiques de vendeurs d'espoir avec de la manipulation, n'importe quoi, qui vivent quand même grassement sur le désespoir des gens en vendant de l'espoir et des faux accès à l'innovation. Donc c'est l'autre avantage d'avoir des associations de patients qui connaissent et des médecins qui s'occupent des patients en essayant de les protéger de cette offre de prédateurs, en fait, hein, de prédateurs à situation désespérée. Ariane Gallopassi, il y a bientôt le lancement d'une nouvelle plateforme d'information pour les patients qui veulent se renseigner sur les essais cliniques. C'était peut-être pour revenir sur le point précédent, pour avoir de l'information sur les essais cliniques. Alors, je rejoins tout à fait le point du professeur Delors sur la meilleure information, c'est celle via les médecins et via un bon accompagnement. Néanmoins, on peut saluer quand même une démarche de la France, avec normalement sera lancé en juin prochain sur le site masanté.fr. Il y aura l'ensemble des essais cliniques qui se conduisent en France qui sera disponible au grand public, aux médecins traitants, à tous. Ce sera en français. Ce sera en français. Donc, en fait, on va dire que les deux bonnes nouvelles, c'est qu'il y aura l'ensemble des essais cliniques présents sur le territoire de manière exhaustive. Première bonne nouvelle. Et seconde bonne nouvelle, c'est que cette information est en français. Donc il y aura un système qui se veut le plus convivial possible dans la recherche, avec des menus déroulants pour essayer de trouver des essais cliniques. Ça a été travaillé avec des professionnels de santé, ça a été travaillé avec des associations de patients. À côté de cette recherche spécifique pour les essais cliniques, il y aura aussi de l'information générale sur la recherche clinique. Et puis, il y aura aussi accès donc, à d'autres outils donc, qui sont en cours de développement. Donc, on en citait un tout à l'heure, mais il y en a plusieurs, ou des liens vers des associations de patients qui peuvent apporter une information complémentaire. Nous, ce qu'on voit comme point positif à cela, c'est que l'ensemble de l'information sera concentré sur un site étatique en français qui garantira le sérieux de l'information et qui pourra un petit peu rendre accessible cette information sans devoir aller sur 50 sites différents. Donc voilà, donc ce côté un petit peu globalisant et positif, même si ce n'est pas une baguette magique, mais en tout cas, il y a un plus. Ça dénote aussi une volonté de booster un peu cette recherche clinique. Donc, a priori, il y aura sûrement une information, une communication plus large, mais ce sera initié en juin prochain. Oui, voilà, c'est ça. Donc, dans un mois et demi au plus tard. Je crois qu'il y avait une main qui se levait de ce côté. Oui, monsieur. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, oui. Oui. Merci d'abord, professeur, parce que je ne suis pas le seul dans cette salle à dire chocolatine, et ça me fait grandement plaisir. Donc moi je viens de Bayonne, je suis en traitement d'essai clinique en immunothérapie depuis un peu plus d'1 an, enfin 1 an et 9 mois. Je suis en rémission complète depuis une semaine, donc je suis super content. Voilà. Je suis absolument d'accord avec tout ce que vous avez dit. Il y a quelque chose de très important que vous avez dit, professeur, je pense que c'est l'accompagnement. On a vraiment besoin d'être aidé, et notamment par les aidants, parce que le formulaire, le protocole qu'on m'a remis avant l'essai clinique, il fait à peu près ça d'épaisseur. Il faut avoir bac plus je ne sais pas combien. Moi, je ne l'ai pas lu parce que je ne voulais pas me conditionner, et notamment par rapport aux effets secondaires, etc. Fait tout ce qu'il y a dedans, je ne voulais pas me conditionner à tout ça, donc je ne l'ai pas lu. C'est mon épouse qui l'a lu, mon épouse qui doit être dans les parages par là.
moi j'ai une grande chance parce que je suis traité pour un cancer métastatique. J'avais 5 métastases au début du protocole, je n'en ai plus aucune. Donc comme quoi ça marche. Moi j'ai eu beaucoup de chance parce que on m'a proposé cet essai clinique-là parce que donc je suis de Bayonne, je suis traité à Bordeaux. Vous parliez de la distance. Moi j'ai la chance d'avoir un taxi qui vient me chercher tous les jours, qui est pris en charge par le laboratoire. Enfin, moi je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais j'ai cette chance-là. Et j'ai surtout la chance d'avoir une dermatologue qui était la belle-sœur de ma meilleure amie à l'hôpital Saint-André de Bordeaux. Sinon, je pense que je serais passé complètement à côté de cet essai clinique, ou pas, mais en tout cas, j'ai eu cette chance-là. Et sur les réseaux sociaux, on m'a souvent parlé de ça, de la chance que j'avais d'avoir pu participer à cet essai clinique-là. Donc, et effectivement, je pense que c'est une grande chance. Donc, pas nécessairement de questions. En tout cas, merci pour toutes vos interventions, parce que ça me parle évidemment beaucoup. Et en tout cas, j'ai la chance d'être aujourd'hui... alors, je ne vais pas dire sauvé, parce que vous savez pertinemment que ce n'est pas tout à fait le cas, mais en tout cas en rémission complète. Et voilà, s'il y a des choses qui avancent plus facilement sur les essais cliniques, tant mieux, parce qu'il faut y aller à fond. Voilà. Merci beaucoup, monsieur, pour votre témoignage. Je retiens le mot chance que vous avez prononcé à plusieurs reprises. Donc, participer à un essai clinique, effectivement, ça peut être une chance pour le patient. Il y a d'autres mains qui se lèvent. Oui ? Qui peut... Ah, mais écoutez, oui, prenez le micro, madame. Oui. On vous le passera après. Oui. Est-ce que vous pouvez parler dans le micro ? Ah. Oui. Déjà, je remercie... De cette opportunité. Vous pouvez rapprocher le micro de votre bouche. Je vous remercie d'être là pour nous expliquer un petit peu ce que c'est un essai clinique. Je ne sais pas si vous m'entendez mieux. Très bien. Je voulais savoir pourquoi il y a si peu d'élus pour les essais cliniques, alors que tout l'intérêt de la recherche est d'avoir beaucoup de patients, un grand panel de patients pour pouvoir faire avancer un peu plus. Pourquoi il y a si peu de... Et quand vous dites c'est tiré au sort, on tire au sort à partir d'une population qui est homogène, en bonne santé Voilà. Alors. En fait, votre question a l'air très simple, mais elle est un poil compliquée. Bon. Mais merci beaucoup. D'accord. En fait, pour le dire de façon... très simplifié ou résumé. Oui, bien sûr. En fait, il y a beaucoup de patients qui participent à la recherche clinique en France. Quand même. Beaucoup. Et notre pays a la réputation, a cette réputation internationale, où en particulier en cancérologie, la communication entre les médecins et les patients en matière de recherche clinique donne accès à un nombre de patients qui est très élevé quand on se compare aux autres pays européens. Donc ça va. Deuxièmement, pourquoi il n'y en a pas encore plus ? Oui. Parce qu'en fait, on sélectionne les patients avant de leur proposer d'entrer dans le programme de recherche clinique. Alors ça, c'est un peu direct comme réponse aussi, mais c'est la vérité. C'est qu'il faut que les patients aient tous la même maladie. Et une des particularités de la cancérologie au cours des 20 dernières années, c'est que nos diagnostics de précision, trouver les mutations dans les gènes et toutes ces choses-là en particulier, ont fait qu'avant on disait il y a un cancer du poumon, maintenant on en connaît 14 ou 15 formes différentes. Et donc on ne peut plus comparer le cancer du poumon, c'est le cancer de telle forme particulière de cancer du poumon. Ça, c'est la première réponse. Et troisièmement, et là vous avez parfaitement raison, n'entrent dans les programmes de recherche clinique, a priori, que des patients qui sont en forme. Oui, on l'a dit. Et des patients qui sont trop malades, parfois, ne peuvent pas entrer dans la recherche clinique. Pourquoi ? Ce que je vais dire est très violent. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Mais si vous avez un risque de mourir du cœur, des reins, parce que vous êtes des gens de dialyse, ou du foie, et que la question posée par la recherche clinique, c'est est-ce que le médicament va vous faire vivre plus longtemps avec telle forme de cancer, alors vous prenez le risque que la recherche soit négative. Et si cette recherche est négative, ça veut dire que le nouveau médicament ou le nouveau traitement ne pourra pas prouver qu'il rend service aux gens.
Et donc vous posez une question fondamentale qui est celle, comment je fais si j'ai un autre problème de santé que le cancer pour avoir accès à la recherche clinique? Eh bien, dans l'immense majorité des cas, c'est très dur. Et ça, je ne veux pas vous dire l'inverse. Maintenant, on ronchonne beaucoup, mais nous vivons aussi dans un pays où, entre le moment où la recherche clinique a donné la preuve et le moment où notre pays va accepter de payer le médicament, je ne reviens pas sur les questions de prix, il y a un dispositif administratif qui a été mis en place il n'y a pas longtemps, de raccourci, qui s'appelle l'accès précoce. Alors là encore, ce sont des équipes spécialisées, la plupart du temps dans les gros hôpitaux qui s'occupent de cancérologie, qui connaissent ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent donner accès à des traitements qui vont devenir des médicaments, c'est-à-dire remboursés par la sécurité sociale dans quelques mois, à tous les patients qui ont cette maladie-là. Et là, le système est un peu plus souple. C'est-à-dire que comme ces patients-là, ils ne vont pas contribuer à faire la preuve que ça marche ou que ça ne marche pas, on sait déjà que ça marche, on va pouvoir les traiter dans des situations qu'on appelle aujourd'hui dans notre jargon, ouvrez les guillemets, de vie réelle. La vie réelle, c'est les gens qui viennent comme chez le marchand d'hamburgers, comme ils sont. Venez comme vous êtes, d'accord? Et ben voilà. C'est pas tout à fait satisfaisant pour ce qui concerne l'accès vrai à la recherche clinique, mais il y a un dispositif dans notre pays qui permet quand même d'accéder à l'innovation, celle qui est entre les deux. Ça répond à votre question? Oui, tout à fait. Merci. Est-ce qu'il y a, oui, encore une question, 2 questions? Oui, bonjour. Ma question concerne les deuxièmes avis. Comment est-ce qu'on peut savoir que lorsqu'on dépose un dossier médical, comme vous disiez, le docteur va chercher des réponses ou à communiquer avec des médecins des autres régions? Comment est-ce qu'on peut savoir? Les comptes rendus? En fait, premièrement, la Fédération des centres de lutte contre le cancer a fait se modifier la loi et les règlements en France. Premièrement, votre dossier en matière de cancérologie doit être présenté dans une réunion de concertation pluridisciplinaire. Oui, donc déjà, c'est ça. Donc parmi les collègues voilà. sur place, mais après, Alors, si le docteur peut creuser plus loin. Alors, suivant les régions, et il y a une hétérogénéité en France, ces RCP sont organisés en gradient de recours. Ce que ça veut dire, c'est que si la situation est très simple et justifie un traitement habituel, la RCP de l'hôpital suffit. Et ensuite, le dossier, s'il est très compliqué, est adressé au centre de référence de cette maladie rare ou de cette situation particulièrement complexe. Et comme Sabrina l'a expliqué, et dans les maladies rares, il y a aussi des RCP à un niveau national qui assurent aux patients que telle ou telle situation, encore une fois, rare ou complexe, a fait l'objet d'une concertation à l'échelle nationale. RCP, pardon, ça veut dire? Ça veut dire réunion de concertation pluridisciplinaire. Et c'est absolument d'un niveau d'exigence 1 ou 0 ou normal qu'un patient sache s'il a été, son dossier a été discuté dans ces fameuses RCP. Et c'est d'ailleurs... les RCP font partie des documents qui doivent être remis aux patients, soit directement, soit par le système du dossier médical partagé, qui est maintenant obligatoire. Et nous, on verse les discussions de RCP dans le dossier médical de chacun des patients. Et là, Sabrina me dit qu'elle veut ajouter. Non, sous couvert de votre validation, il me semble que le patient doit être informé de la RCP, qu'il doit avoir accès au compte rendu et qui peut même être convié à y participer. Ça dépend des centres. D'accord. Donc, juste pour, fait pas la discussion en même temps que juste pour voir si j'ai bien compris, quand on soumet un deuxième avis avec notre dossier médical... Non, pardon, je n'ai pas répondu encore à votre question. Ah, ok. Ça, c'est normal. Donc en fait, c'est un deuxième avis qui passe, ou un énième avis qui passe par le médecin qui s'occupe de vous. Il a l'obligation de le faire. D'accord? Et ce qu'on entend en France par deuxième avis, c'est un avis demandé par le patient. Oui. Et donc, à ce moment-là, vous demandez au médecin qui s'occupe de vous si oui ou non votre dossier est passé dans les
réunions de concertation et à combien de reprises et quelles réunions de concertation, d'accord? Mais aussi, comme on est en démocratie, le patient peut directement s'adresser à un autre médecin pour obtenir un deuxième avis médical de sa propre initiative. Oui, c'est ça. Donc, juste pour clarifier, c'est ce que je voudrais faire. Je voudrais demander un deuxième avis. Et je vais m'assurer que quand je vais adresser le dossier médical, que tout sera fait, en fait, donc qu'il y aura le RCP. C'était ça un peu ma question. Que ce deuxième avis je veux vraiment savoir que ça va être bien analysé, que le docteur va faire ce qu'il faut pour communiquer avec ses collègues. Normalement, cette RCP aurait dû être réalisée avant que vous ayez à demander un deuxième avis. Oui, mais là, c'est par exemple dans le cas où ça n'a pas été fait. Ah, il y a un souci. Il y a un souci. Et dans ce cas-là, je pense qu'il faut, avoir une copie de votre dossier médical. Oui. Sabrina m'encourage à répondre ça. Il faut avoir une copie de votre dossier médical et aller l'amener à une autre équipe médicale. Mm-hmm. C'est pas acceptable de ne pas avoir en France, à notre époque, une concertation à aucun moment de la prise en charge d'un patient qui a un cancer. C'est juste pas acceptable. Oui, mais en fait, la situation pour moi est plus complexe. Je parle de moi, mais aussi d'un proche. Donc, c'est pas que pour moi. Je suis une patiente, mais en fait, après, je vous donne pas tous les détails parce que c'est trop long. Je crois entendre. Vous avez reconnu mon accent. Il m'a semblé reconnaître que vous en aviez un aussi. La plupart dans beaucoup de pays, il y a aussi un système de deuxième avis qui passe par l'assurance personnelle du patient. Nous, on a des accords avec des grosses compagnies d'assurance qui, pour leurs assurés, nous demandent de gérer un deuxième avis médical. Et à ce moment-là, on reçoit les dossiers, on les fait passer par nos RCP et on les renvoie à l'assurance médicale. Alors ça aussi, je ne sais pas pour vous ou pour votre ami, mais ça peut être aussi une opportunité supplémentaire voilà. Je crains que s'il n'y a pas eu de RCP et que les choses se font de façon pas suffisamment concertée, ou en tout cas qui ne donne pas confiance, la seule façon, c'est de récupérer son dossier médical et de le faire circuler avec l'aide ou pas d'une association de patients, si c'est une maladie qui a une association de patients. En France, les associations spécialisées, comme celle de Sabrina, souvent les ligues aussi, il y a beaucoup d'associations de patients, peuvent beaucoup aider justement pour faire cette médiation quand elle est nécessaire. Alors, il y a une dame qui avait posé, vous avez levé la main plusieurs fois. Après, on va vous donner la parole. Donc, comme le temps passe, c'est que 15h30 nos intervenants ont des obligations. Donc, une question courte, s'il vous plaît, puis des réponses courtes. En fait, je voulais témoigner, juste dire merci parce que j'avais plein de questions. Est-ce que vous pouvez parler devant le micro ? J'avais plein de questions. Finalement, vous avez répondu dans la progression des échanges. Et moi, la question que je me posais justement en venant, une des questions, c'était est-ce que, puisque j'ai une récidive de mon cancer, est-ce que je vais demander ou pas un protocole ? Parce que moi, je suis infirmière de métier. Je suis actrice de mes soins. Et finalement, je suis entre guillemets sortie des protocoles puisque j'avais un stade 4. Le médecin m'a dit non, vous c'est directement chimio, il n'y aura pas de radiothérapie, pas de chirurgie. Donc j'ai eu les réponses pourquoi. Et finalement, j'ai excellemment répondu. Malheureusement, malgré ma thérapie ciblée, j'ai une petite récidive. Qu'on va décapiter sûrement avec une autre chimio. Et justement, moi, j'étais dans un processus je savais que j'avais le droit à un deuxième avis. Donc, j'ai demandé la RCP, les comptes rendus, je les ai tous. Je les lis, je ne comprends pas, je repose des questions. Et surtout, j'ai demandé une chirurgie qui n'était pas dans le protocole. Ça a été discuté. Le chirurgien me dit, je suis gênée parce que je n'ai trouvé qu'un seul article qui peut me faire rentrer dans une chirurgie post-chimio.
qui a très bien répondu. Et finalement, elle a trouvé cet article, elle a demandé un deuxième avis sur un hôpital à Paris. Et finalement, elle était contente. Elle m'a dit, il y aura un protocole, par contre, pour vous, il y aura cellulose et ensuite chirurgie. Si la cellulose, c'est niet, c'est niet. J'ai dit, d'accord, on y va. Cellulose, c'était oui, j'ai été opérée. Et en fait, voilà, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que moi, je sais que je suis sortie des protocoles. Il n'y a pas forcément de protocole. Je suis contente qu'il y ait une plateforme, puisque je vais aller voir si je peux rentrer éventuellement dans un protocole essai clinique. Donc, je sais ce que c'est que les essais cliniques. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, un patient qui veut cheminer, il doit avoir les informations, il faut que ce soit intelligible. Comme j'entendais, et vous avez raison, il ne faut pas créer de biais. Parce que j'ai eu une infirmière qui m'a dit « Ah non, Madame Elie, ne lisez pas les notices parce que vous allez avoir les effets. » Je dis « C'est différent. Moi, j'étais un terrain polyallergique. Heureusement que j'ai croisé les effets secondaires puisque c'était contre-indiqué par rapport à une autre thérapie. » Enfin, voilà. Je m'arrête là parce que si je peux vous parler voulez que le des heures. professeur Delors vous réponde, il faudrait lui laisser la parole parce que je sais que vous avez une obligation dans 1 minute. Non, mais enfin, elle est bien. Enfin, votre histoire est édifiante. Enfin, c'est comme ça. En fait, vous vous posez les questions et vous discutez avec les gens qui s'occupent de vous. Et voilà, il n'y a pas mieux. Enfin, même si on n'est pas toujours d'accord, même si de temps en temps il faut un peu négocier ou poser plusieurs fois la question, mais enfin globalement, vous avez eu affaire à des gens qui s'occupent de vous et ça n'a pas de prix et tant mieux. Et je vous souhaite qu'effectivement ça se décapite vite fait ce petit truc là. Merci. Merci à tous, merci Sandrina Lebars, merci Ariane Galopassi, merci Jean-Pierre Delors. On vous laisse partir parce que je sais que vous êtes en retard. Merci à vous tous de nous avoir suivis.